pense que vous êtes deux personnes qui avaient des choses à vous dire. Vous savez, entre lui champion et puis moi le champion il y a longtemps, on fait tous partie de la même, si vous voulez, de la même équipe, quoi, des montagnards. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, pour moi, enfin maintenant, mais eux servent aussi de vitrine pour les sports d'hiver. Et tu sais, il y avait une chose que je reprochais bien, quelquefois quand même, dans la publicité. Ils font trop, par exemple, la course c'est bien parce qu'il y a, mais tout ce qui passe avec les snowboards, tout ça, je suis pour le snowboard, hein, je suis pas contre, au contraire, c'est tellement joli. Mais puis c'est tout, enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est que tout ce qui glisse, enfin sur la neige, c'est important pour les stations. Depuis la luge jusqu'au ski, etc. Mais vous trouvez que le snowboard est adapté, par exemple, à... Est-ce que le snowboard est adapté au cross avec plusieurs? Est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est plus le ski? Ça tourne, là, non? Ah oui. Non, mais ce qui m'intéresse, enfin, surtout dans le cross, ça m'aurait plu d'abord. Quand j'étais jeune, ça c'est une activité, enfin un sport qui m'aurait plu, parce que maintenant, il y en a tellement. Et il y a une combativité, puis quand on court, par exemple, les centres ou les slaloms, on est seul. Mais avec toi, il y a la compétition parfaite. Hein, parce que vous partez tous ensemble. Alors, et puis là, il faut trouver... Puis je regarde, par exemple, au point de vue recherche de vitesse, enfin, là, la vitesse compte beaucoup, bien sûr. Alors la position, là, je vous vois tous reprendre, après un saut, reprendre la recherche. Et tout ça, c'est une technique formidable. En plus de la compétition, tu comprends? Et ça, c'est important. C'est ça, moi, c'est ça qui me plaît, c'est ça que j'aurais voulu certainement faire quand j'étais jeune comme toi. Tu te considères comme un champion, toi? Parce que bon, Émile en est un grand. Sûr, ouais, c'est un grand. Et toi, il dit champion. Donc, toi, tu te considères comme un champion Je sais pas, mais en tout cas, s'il me le dit, ça me fait déjà plaisir. C'est déjà ça. Après, je crois qu'on est champion. Je crois qu'on devient champion quand on arrête sa carrière, à mon avis. Quand on est dans le sport et qu'on évolue, on fait pas attention qui est champion, qui n'est pas champion. L'objectif, c'est gagner, avancer, créer. Et c'est quand on fait un bilan, quand on a fait le bilan, qu'on arrête sa carrière, on se dit je crois que j'ai été champion ou je l'ai pas été. Du coup, je sais pas. Pour toi, Enak, aujourd'hui, rencontrer Émile Allais, ça représente quoi? Déjà, quand vous m'avez appelé pour me dire que j'allais rencontrer Émile Allais, j'étais là, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? J'étais très très impressionné. Du coup, j'ai vite appelé Gilles Chapaz. Gilles, il faut que tu m'aides là, tu te rends pas compte, je vais rencontrer une montagne, ça va être terrible pour moi. Il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, tu vas voir, il est très gentil, il aime bien les nouveaux sports et tout ça. Du coup, là pour l'instant, je suis encore... Puis en plus, j'aime bien les personnes qui ont beaucoup de vécu, j'aime bien les écouter parler. Du coup, je vais beaucoup vous écouter. T'es pas déçu alors? Ah non, je suis très flatté, très honoré. Non, mais moi, je suis toujours pour les compétiteurs parce que c'est une bonne image. Par exemple, pour une station, un champion de quelques slaloms, descentes, etc., c'est toujours une image qui rapporte, parce que c'est de la publicité, dans le fond. On fait connaître l'endroit, Megève, etc. Et ça, c'est toujours très bon. Et naturellement, ce que je veux dire au sujet des champions actuels, enfin des compétiteurs actuels, il y a quand même un problème parce que moi j'ai deux filles, Karen et Kathleen, toutes les deux ont fait de la compétition. Toutes les deux ont été blessées, heureusement pas trop, mais suffisamment pour les mettre hors compétition. Et ça, c'est un peu le danger de la compétition. Et puis, parce que ça coupe l'avenir complètement. Blessure, ouais. Alors, ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas tellement... Les sponsors sont difficiles, comparé à, pas les Suisses, mais les Autrichiens. Un Autrichien qui réussit, il a sa vie, par exemple. Il est tranquille, quoi. Enfin, je pense à LR, par exemple. On lui avait offert un petit hôtel avec régence et tout ça. Tu comprends? Vous, on vous a offert quoi? On vous a offert quoi, vous? Moi, quand j'ai terminé la compétition, j'avais rien. On m'avait payé des pulls verts, des anoraks, des skis. Heureusement, j'avais travaillé avec Rossignol. J'avais eu l'occasion
je travaillais à Paris dans une fabrique de ski qui s'appelait Tangval. Donc j'avais un peu des connaissances comment on fabriquait les skis. Et donc j'avais un peu un atout, et quand je me suis mis à parler avec Rossignol, comment il fallait faire les skis, etc., il s'est trouvé intéressé parce que je connaissais déjà un peu le métier. Et je suis parti avec eux, puis je suis resté avec eux tout le temps, quoi. Alors naturellement, j'avais des petits royalties, mais enfin c'était pas terrible, enfin quand même, ça m'aidait quand même, tout ça. Puis après, bon, ben, il y avait un peu l'enseignement du ski. Et puis après, la compétition, quand j'ai réussi mes 2 ou 3 titres, j'ai pensé au ski, enfin à l'école de ski, tout ça, la technique, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Puis je travaillais beaucoup avec ça, puis je travaille tout le temps avec ça. Je trouve qu'il y a toujours à apprendre dans la technique du ski. Et donc, après, j'ai continué à travailler avec eux, et puis après, bon, je suis parti. J'ai créé l'école de ski des moniteurs, et ça, c'est un peu, si vous voulez, je suis vraiment très, très satisfait de ce qui s'est passé avec les moniteurs, parce que j'avais toujours peur qu'ils soient pris par le business, par un hôtel, comme c'était avant. Le Mont d'Arbois avait son école, et à l'Alpe d'Huez il y avait une école, et puis il y avait les clubs, le ski club de Paris qui avait son école. Moi j'ai voulu que les moniteurs soient indépendants. Et ça, alors on a créé donc les moniteurs du ski français, tout avec une école, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas d'école à ce moment-là. Alors, quand on avait fait l'école, après il y a eu le syndicat des moniteurs et tout ça, mais je suis tellement surpris et très heureux qu'ils soient restés indépendants jusqu'à maintenant. Ça, c'est fantastique. Émile parlait de la publicité que vous pouvez faire quand vous êtes skieur de haut niveau pour les stations. Tu as l'impression, toi, que tu as été bien soutenu et que maintenant tu es... Après, l'époque où Amy il a tout gagné et tout ça, c'était il y a quand même longtemps, il n'y avait pas encore... J'imagine la télé, ça devait pas être vraiment ça, les magazines non plus. Mais ça reste quand même qu'en France, aujourd'hui, si tu n'es pas le leader dans ta discipline, c'est dur. Voilà, pour tes filles, ça a été dur. Il faut être le numéro 1, le numéro 1. En plus de ça, en France, dès qu'on fait pas bien, on nous tourne assez vite le dos. Mais moi, quand j'écoutais Emile, ce qui marque, c'est surtout que l'évolution qu'il y a eu, en fait, ils sont partis, ils ont tout inventé, ils ont tout créé à l'époque. Tout à l'heure, il parlait des descentes. Aujourd'hui, c'est vraiment dur parce que c'est glacé. Mais bon, à l'époque, c'était les vraies descentes. On arrivait en haut, j'ai lu 2-3 trucs où il fallait remonter en pot de phoque pour aller au départ. Tout ça, je trouve ça énorme. Et 2-3 fagnons pour jalonner une descente, pour jalonner Kitzbühel, et allez, c'est parti. Je trouve ça quand même assez énorme. Et ça me fait penser, au bout du compte, au freeride, au derby actuel. Je crois que le derby, vous avez parlé dans votre livre, il y avait un derby en 1937 peut-être, je sais plus, vers Innsbruck, je crois. Il fallait prendre un taxi, ensuite un bus, ensuite un machin, et remonter encore en pot de phoque. Voilà le derby. Et il est toujours là. Mais voilà, il a tout inventé. Ils ont inventé les skis avec l'écart. Les skis métalliques. Les skis métalliques, où vous êtes revenu avec un garagiste qui vous a laqué les skis. Les skis métalliques, je ne sais pas tellement. Pardon. Les skis métalliques, je ne sais pas tellement inventé, mais celui qui est venu me présenter quand j'étais aux États-Unis, des skis avec 2 plaques de tôle, enfin 2 plaques d'alu, tout ça, et pas de quart, enfin, juste un noyau plastique. Moi, j'ai tout de suite été intéressé, enfin tout ce qui était nouveau, ça m'intéressait, tu comprends. Et quand, par exemple, j'étais aux États-Unis, moi, j'aimais bien observer ce qui se passait. Enfin, entre, par exemple, comment les stations étaient organisées là-bas et comment chez nous c'était organisé. Et là, je voyais un peu la différence. Et ça, c'est ça qui est intéressant. En fait, vous avez été un découvreur et vous avez ramené des idées de vos voyages. Oui. Non, je sais pas, parce qu'étant donné... Bon, quand je suis parti aux États-Unis, c'était pour... la technique, pour lancer un peu la technique française, et puis enseigner le ski. Et puis après, j'ai été dirigé et on m'a demandé des conseils pour faire les stations, enfin Squaw Valley. Et là, bon, quand on m'a demandé ça, je dis, mais moi je suis venu pour l'école de ski. Il m'a dit, oh, tu as bien une idée, tu as voyagé, tu étais en Autriche, en Suisse, etc., en Europe. Tu dois bien avoir une idée. Alors je dis, oui, des idées j'en ai, mais il faudrait voir si ça marche. Mais heureusement, je suis tombé avec des ingénieurs qui ont bien voulu bien
ce qui me manquait, quoi, m'apporter ce qui me manquait. On ne le met pas là parce qu'il y a ceci, du vent, etc. Alors j'ai appris mon métier quoi, pour mettre les remontées mécaniques où il faut. Quoi. L'un comme l'autre, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit que le ski c'était la chose qui vous ferait avancer dans votre vie, qui serait un peu le fil conducteur de votre vie? Ça, On vraiment, était tous j'ai les deux jamais pas pensé. bons en orthographe. Non, ça, j'ai jamais pensé. Vous savez, c'est venu au fur et à mesure. Hein, parce que, vous voyez, bon, au départ, dans la compétition, qu'est-ce qu'on veut? C'est comme lui, on veut être le meilleur. Hein, essayer de battre tous les autres. Quoi, hein, c'est ça, c'est la compétition. Puis quand j'ai eu mes 3 titres à Chamonix, on m'a demandé de continuer à courir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire battre, c'est tout. Alors j'avais plus du tout envie, mais tous les copains de l'équipe ils se disaient, ah non, reste avec nous, Émile, tout ça, on a besoin de toi, tout ça, etc. Alors, bon, la fédération, pareil, alors j'ai été poussé en avant. Bon, j'ai encore réussi à attraper un titre là-bas à Engelberg, en Suisse. Mais après j'ai encore été en Pologne. Puis là, je me suis blessé assez gravement à la cheville. Alors là, j'ai arrêté. Et puis après, je me suis intéressé après la technique. Parce que déjà, quand j'avais été entraîné par un Autrichien qui avait une technique un peu spéciale, qui était le meilleur slalom du moment, il nous mettait 2 ou 3 secondes dans un slalom, tu te rends compte. Et alors, j'avais vu qu'il ne skiait pas du tout comme nous. Alors moi, j'avais dit, mais dis donc, il ne skie pas comme nous, ce gars-là. Regarde, il y a toujours ce qui passe, tac, 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 passe. Alors il m'a raconté, lui il avait derrière ça, c'était un fermier, il avait une pente comme ça enneigée, il avait mis des jalons, puis il travaillait ça, alors ça l'avait amené à déplacer les skis ensemble, quoi, faire du ski parallèle. Et c'est là-dessus que je suis parti aussi pour la technique française. Et puis après, je suis parti à l'étranger. Voilà. La technique, enfin... Et toi, Enac, le truc qui a fait que le ski c'était...